C'est Dominique Midi, je crois. Voilà, notre collègue Dominique Midi de Bordeaux, qui vient présenter donc l'expérience des endoprothèses repositionnables pour anévrisme aortique, concept, intérêt et résultats. Dominique, merci. Eva. Mes chers collègues, je m'associe aux remerciements et pour l'honneur que vous nous faites de nous permettre de présenter les communications en partenariat donc, avec notre société de chirurgie vasculaire. Je vous propose de parler des endoprothèses aortiques. Vous savez que depuis maintenant une dizaine d'années, le traitement par endoprothèse des anévrismes de l'aorte abdominale est passé dans la pratique courante et scientifiquement reconnu pour des bénéfices de non-mortalité, de mortalité bien moins importante que la chirurgie conventionnelle. Alors, il y a l'évolution de ces anévrismes, bien sûr, se fait au-delà d'un certain diamètre inéluctablement vers la rupture, mais la prise en charge jusqu'à présent chirurgicale était lourde avec une mortalité pas nulle chez des patients souvent âgés. On se souvient d'un certain nombre de ces patients, celui-là nous ne l'avons, je pense, aucun de nous connu. Albert Einstein est mort d'un anévrisme de l'aorte abdominale surrénale, ce qui nous permet d'en résumer en partie l'historique du thérapeutique, puisque à une certaine époque, il y avait un traitement chirurgical qui consistait en un wrapping, en une enveloppe, un enveloppement du sac anévrismal, ce dont avait bénéficié une première fois Albert Einstein, et puis ensuite cet anévrisme avait regrossi, il avait refusé avec beaucoup de philosophie de se faire opérer. La chirurgie était à l'époque quand même assez agressive. Par contre, son frère a bénéficié de la mise en place d'une endoprothèse avec succès, bien sûr, à l'époque. Alors, le traitement chirurgical de ces anévrismes, qui est parfaitement codifié dans ses indications, au moins sur le diamètre ou l'évolutivité, peut se faire par voie chirurgicale, le plus souvent par la parotomie, dont on sait quand même des conséquences d'agressivité, même si on a maintenant des techniques mini-invasives de celluliochirurgie, voire de mini-abords chirurgicaux pour les prendre en charge. L'endoprothèse aortique donc s'est développée, comme je vous l'avais dit, avec un certain nombre de modèles. Il y a régulièrement des nouveaux modèles et les résultats que l'on a actuellement avec ces endoprothèses aortiques pour anévrisme de l'aorte surrénale sont meilleurs que dans les premières études qui avaient été publiées parce que le matériel a évolué. On monte ces endoprothèses actuellement en 14 French, en 16 French, c'est-à-dire qu'on peut faire des procédures par voie uniquement percutanée, donc une agressivité qui est moins importante. Alors, parmi ces différents concepts d'endoprothèse, je voulais vous parler d'une endoprothèse qu'ils appellent l'endoprothèse Anaconda, distribuée par la maison Vascutech, qui a quelques intérêts, dont l'intérêt de repositionnabilité lorsque l'on réalise la procédure. Il y a eu actuellement un peu plus de 14 000 implantations faites par le monde. Alors, le concept, il y a un corps principal, c'est une endoprothèse modulaire, un corps principal et des jambages. Des jambages qui ont une caractéristique et qualité particulière, c'est que les anneaux représentant le stenting, l'armature de ces jambages, ne sont pas jointifs et on peut ainsi s'adapter à des plicatures importantes des artères iliaques et également on peut lors de la pose la positionner parfaitement en distalité par rapport à la bifurcation hypogastrique. Alors, comment ce corps est repositionnable ? Eh bien, il y a deux haubans que l'on voit ici à l'intérieur du corps qui sont maintenus par une poignée au niveau du système de délivrement et on peut recapturer, comme on le voit sur la deuxième photo, on peut recapturer pour mettre en place l'endoprothèse exactement sous les artères rénales. On peut avoir dans ces indications des problèmes de collée et là on met ce que l'on appelle la commissure du stent. Ici, ça forme comme une bouche d'anaconda, de serpent anaconda, et on peut mettre cette commissure juste au ras des artères rénales en la repositionnant parfaitement, et ainsi avoir un ancrage qui peut devenir un ancrage pararénal, donc en zone plus saine,
au niveau de ces artères rénales, puisque les collets souvent évoluent. Alors la procédure se fait bien sûr, se fait au bloc opératoire, avec un amplificateur de brillance permettant de repérer le niveau des artères rénales, de visualiser la position de ces artères rénales et de positionner au mieux, voire de repositionner l'endoprothèse. Un autre système particulier est un système aimanté. Il existe à l'intérieur des jambages des guides aimantés qui sont pré-montés avec un système d'aimant, et en controlatéral, il suffit d'aller prendre l'aimant du guide controlatéral pour aller cathétériser le jambage. On peut quelquefois avoir des problèmes de cathétérisme des jambages sur des collets, des anévrismes un peu larges ou des collets très tortueux. Donc voilà le concept de cette prothèse qui est délivrée avec un cathéter qui est hydrophile et sur des diamètres maintenant peu importants des gaines d'introduction. Les endoprothèses, une fois posées, on voit ici l'armature au contrôle, sont ballonnées pour avoir une bonne extension de cette endoprothèse. Alors ce système d'endoprothèse qui est flexible et repositionnable, vous voyez, permet de traiter des anatomies assez difficiles qu'au début, je pense, avec les premières générations de prothèses, nous n'aurions pas retenues dans les indications en raison d'une difficulté anatomique et de prothèse à l'époque un peu rigide. Alors, sur ce concept de cette endoprothèse Anaconda, et de repositionnable, il a été réalisé des endoprothèses fenêtrées lorsque l'anévrisme, comme on le voit ici, arrive au ras des artères rénales ou englobe les artères rénales. Eh bien, on fait remonter l'ancrage plus haut, au-dessus des artères rénales, voire au-dessus de l'artère mésentérique supérieure, et on réalise au niveau du corps de la prothèse des fenêtres par un sizing qui est tout à fait précis. Les fenêtres seront ensuite stentées pour avoir l'étanchéité, garder la perméabilité des artères viscérales, mais on remonte ainsi d'un cran. Il y a, pour ces endoprothèses Anaconda fenêtrées, un dispositif, un process tout à fait particulier et intéressant, c'est-à-dire qu'il est réalisé à partir des anévrismes du patient, à partir du scanner, un modèle en plastique. Ce modèle en plastique permet de réaliser une première prothèse et de valider le bon déploiement de la prothèse sur ce système plastifié, sur ce flow modèle, et d'essayer de cathétériser les artères rénales et de voir si les fenêtres qui ont été faites sur ce prototype sont en bonne position, ce qui nous permettra après de valider la commande définitive et la fabrication définitive, quitte à modifier un peu la position des fenêtres telles qu'elles avaient été proposées. On voit sur ce cliché en profil que le stent va s'arrêter au ras de l'artère mésentérique supérieure qui a été cathétérisée. Un certain nombre d'études ont été publiées. Je voulais vous rapporter le registre le plus important de 983 patients dont l'âge et l'attribution des sexes est tout à fait classique pour des anévrismes de plus de 50 mm de diamètre. Ces patients sont des patients en général en ASA 3 ou 4, donc des patients en risque, puisqu'il y a, jusqu'il y a 2 ans, les caisses ne remboursaient l'endoprothèse que sur des patients qui étaient ASA 3 ou 4. Il y avait d'autres critères, mais pour résumer, c'était ça. Ce qui explique qu'un certain nombre de ces endoprothèses peuvent être mises sous anesthésie loco-régionale, plus de 50% dans cette étude. Durée d'hospitalisation intéressante pour le traitement d'un anévrisme de l'aorte abdominale, 4,6, c'est le même pour toutes les endoprothèses, ce n'est pas spécifique bien sûr à cette endoprothèse repositionnable. Alors les résultats, le taux de conversion chirurgicale est faible à 30 jours, un décès péropératoire qui était un décès lié à l'hémorragie, les autres décès sont en rapport aux défaillances cardiaques, en particulier pour lesquelles on est habitué pour ce type de patient, mais plus rare bien sûr si l'intervention avait été réalisée par voie conventionnelle. Alors dans les résultats post-opératoires, il nous intéresse bien sûr de voir l'efficacité de nos traitements, c'est-à-dire l'exclusion de l'anévrisme. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de fuites qui sont classées en 4 types
types de fuites. Les fuites de type 2 sont les plus fréquentes. C'est la réinjection du sac anévrismal par les artères lombaires ou mésentériques inférieures qui, bien sûr, contrairement à la chirurgie conventionnelle, ne sont pas exclues. La porosité de la prothèse n'existe à peu près plus. Il peut y avoir des défauts de fabrication ou des déconnexions. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est les fuites de type 1, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'étanchéité proximale et distale, parce que le sizing a été mauvais, parce que la prothèse a migré. Voilà. Alors le type d'endophyte, le pourcentage d'endophyte est tout à fait raisonnable et comparable aux données de la littérature. Ces endophytes de type 2 sont pour nous tout à fait classiques et si elles ne donnent pas d'augmentation du diamètre de l'anévrisme, on ne fait que les surveiller. Et quand bien même l'anévrisme augmenterait, on peut traiter ces fuites de type 2 par voie endovasculaire, dans les vaisseaux ou par ponction directe du sac et embolisation du sac par différents procédés mécaniques ou de colle, de pseudo-colle. Alors ce registre donne des résultats qui sont tout à fait comparables aux résultats de la littérature des grandes séries qui ont permis de valider cette endoprothèse, EVAR, DREAM et ACE, sachant qu'à l'époque les endoprothèses étaient quand même de première génération. Donc il y a actuellement 183 patients suivis dans cette cohorte, près de 90 sont vivants, moins de 4% ont subi une conversion chirurgicale et la perméabilité est également dans ce recul une perméabilité excellente, très correcte de ces montages. Alors, lorsque ces endoprothèses se bouchent, on peut accuser la qualité de l'endoprothèse, mais c'est aussi et souvent l'évolutivité de l'artérite sur les artères iliaques ou fémorales distales qui fait que le jambage s'en sortit se bouche. Et donc, pas de migration, ce sont donc des prothèses qui, on va dire, s'accrochent bien par un système de crochet situé au niveau des anneaux. Dans le suivi également à plus long terme, le taux des fuites que je vous ai défini tout à l'heure est bas, puisqu'il est, pour les fuites de type 1, les plus ennuyeuses, il est de 1%. En termes d'efficacité, eh bien, l'exclusion de l'anévrisme se traduit soit par une stabilisation de son volume, soit par une diminution de son volume ou plutôt de son diamètre. Et là aussi, dans la grande majeure partie des cas, cet anévrisme diminue ou reste stable. L'augmentation est arrivée dans 3,8% des cas et a nécessité un geste complémentaire pour traiter une fuite de type 1, par exemple. Alors, cette technique de l'endoprothèse sous-rénale est un système donc, qui est fiable et une particularité sur les caractéristiques de cette prothèse dans son positionnement et dans sa flexuosité. Je vous ai parlé de l'extension de ces endoprothèses à l'étage de l'aorte cœliaque avec les endoprothèses fenêtrées. Ces endoprothèses fenêtrées gardant les qualités des endoprothèses, en particulier le repositionnement pour aller chercher les fenêtres. Nous réalisons un registre européen avec Peter Wenge, qui est un de nos collègues, qui est radiologue en Grande-Bretagne. Le registre, donc voilà une endoprothèse fenêtrée. Vous voyez ici que l'anévrisme n'a pas de collet, qu'il y a un collet qui est tronconique, qui est au ras des rénales, et on ne peut pas réaliser chez ce patient une endoprothèse standard, donc on a recours à ces endoprothèses fenêtrées. Je vous ai montré le principe de ce corps. Là, le corps, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, est tourné, c'est-à-dire que la commissure n'est pas sur les artères rénales, mais elle est antérieure sur l'artère la plus haute, en l'occurrence la mésentérique supérieure. Nous avons 190 patients dans ce registre, un peu plus actuellement, et un recul de 120 patients à 1 an. L'objectif primaire, c'est bien sûr la sécurité et l'efficacité. L'âge, je n'y reviens pas. Beaucoup de patients ASA 3 ou 4 qui auraient été, pour la plupart, contre-indiqués pour une chirurgie conventionnelle. ASA 4, anévrisme thoraco-abdominal, enfin de l'aorte cœliaque, aurait été contre-indiqué. Le nombre de fenêtres est variable dans ces prothèses. On peut faire 1, 2, 3, voire 4 fenêtres. Le repositionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la qualité de cette endoprothèse a été utilisé assez souvent pour faciliter
le cathétérisme des artères rénales qui sont opérées par ces fenêtres, par ces repères radio-opaques. On sait que la fenêtre est là, on va mettre un guide et dans le guide, après, on met un stent couvert pour faire l'étanchéité de ces vaisseaux cibles. Alors, les décès opératoires sont plus importants, bien sûr, que pour les endoprothèses sous-rénales. Les procédures sont plus longues, ça peut aller jusqu'à 3 heures, 4 heures. Il y a des décès en rapport avec la procédure par hémorragie au niveau des abords, peut-être au début de l'expérience, où ces procédures durant longtemps, ces abords saignent un peu mais longtemps, ce qui est assez mal toléré chez des patients ASA 3 ou 4, ou bien des décès liés à des complications cardiaques, pulmonaires ou d'AVC. Le taux de fuite est bas, nous n'avons pas encore, mais bien sûr ça arrivera, de fuite de type 1. Les fuites 2 sont banales, sans occlusion de la prothèse. Ces procédures sont longues et nécessitent l'injection d'iode pour opérer régulièrement les artères cibles, pour vérifier que les guides sont en place, etc. Il n'y a eu pas de cas d'hémodialyse définitive et l'hémodialyse temporaire dans un cas. On sait que si on avait opéré ces patients, en les clampant en sus-rénal pour implanter les artères rénales, nous aurions eu sûrement plus de complications rénales. L'efficacité, pour l'instant à 1 an sur la série que l'on a, est satisfaisante, avec la plupart des anévrismes qui sont en régression. Pardon, il y a une inversion 1, l'augmentation c'est 3% et la régression 58%. Il y a une inversion des chiffres. La perméabilité des vaisseaux cibles, il y a eu 220 vaisseaux rénales ou artères mésentériques supérieures qui ont été revascularisés. Eh bien, cette perméabilité est bonne puisqu'il n'y a que 3,2% d'artères bouchées. Une artère rénale bouchée, si l'autre est fonctionnelle, ce n'est pas grave. Par contre, le problème, c'est la thrombose de l'artère mésentérique supérieure qui, à peu près chaque fois qu'elle est arrivée pour des raisons techniques ou post-opératoires, entraîne à peu près toujours le décès du patient. Donc là aussi, des résultats qui sont satisfaisants. Bien sûr, il faut évoluer à plus long terme. On est quand même chez une population qui est en général âgée, ASA 3 ou 4, dont on sait très bien que dans les 5 ans, sûrement cette population sera morte d'autres choses, en particulier de complications cardiaques, mais souvent beaucoup plus de complications cardiaques et générales que de l'évolution de leur anévrisme qui a été traité. Je vous remercie de votre attention. Merci Dominique pour cette belle communication. Des questions? Oui. Je voudrais bien sûr remercier M. Midi et son équipe pour les magnifiques résultats qu'ils ont apportés, montrer combien les choses ont évolué depuis le temps où j'étais assistant chef de clinique en chirurgie vasculaire chez M. Descotes. Encore qu'on commençait déjà à parler de ça. Alors, c'est simplement pour le concept, et peut-être est-ce purement sémantique, que je voulais discuter. Je m'attendais à repositionnement, je me disais, il est retourné quelque temps après pour les repositionner parce qu'il y avait un défaut dans le positionnement. En fait, ce n'est pas un repositionnement, c'est un positionnement idéal que vous faites pendant l'intervention. Si j'ai bien compris, vous n'êtes jamais retourné pour les repositionner secondairement. En fait, le concept, il est de remonter plus haut en zone saine et de trouver un collet sain qui permet de mieux agripper la prothèse et puis de garder la perméabilité des vaisseaux de l'artère rénale ou de l'artère mésentérique supérieure. C'est ce terme de repositionnement qui est consacré, sur lequel, bien sûr, je ne saurais revenir, mais qui me gêne un peu tout de même, car il n'y a pas de repositionnement. C'est un positionnement idéal pendant le geste opératoire. Alors, merci pour cette remarque sémantique que je vais quand même argumenter. L'argumenter. En fait, lorsque le collet est assez court, nous devons positionner, pour avoir l'étanchéité, le maximum d'appui sur un collet sain, l'endoprothèse aura des artères rénales. Donc, nous faisons une artériographie sur table, nous ouvrons l'endoprothèse, nous positionnons l'endoprothèse. Nous faisons un contrôle péropératoire. On peut mettre même un jambage. On fait un contrôle péropératoire et si on voit que l'on peut gagner encore 2 ou 3 mm, on repositionne
sur le road mapping, c'est-à-dire qu'on a l'image de radio de position des artères rénales. Le système permet de recapturer le corps de la prothèse qui va se diminuer de diamètre et on le remonte pour le repositionner au mieux par rapport aux artères rénales. Mais une fois que l'intervention est finie, les guides qui permettent par des œillets dans le corps de recapturer, ils sont ôtés. Il n'est pas question, bien sûr, là, après, en post-opératoire, de repositionner cette prothèse qui a été larguée. Bien sûr. Si vous me permettez une deuxième partie à la question, qui, à l'heure où on s'intéresse beaucoup à la formation, me paraît intéressante. Est-ce qu'il existe des moyens par la simulation, par exemple, pour apprendre ces techniques? Ou comment faites-vous pour enseigner ces techniques? Alors, pour enseigner ces techniques, le meilleur entraînement, c'est quand même au bloc opératoire. Et dans les services de chirurgie vasculaire, nous faisons actuellement, ces procédures ne sont pas des procédures ponctuelles. On fait dans tous les services à peu près une centaine, enfin en fonction des services, on va dire les services universitaires. Moi, je suis responsable du service universitaire à Bordeaux. On fait dans les services, je ne peux pas parler du mien, mais entre 80 et 120 endoprothèses, donc c'est quand même de l'entraînement quotidien. Ensuite, il y a effectivement des simulateurs. Pour tous les gestes endovasculaires. Ces simulateurs permettent d'une fluoroscopie virtuelle, on peut choisir son guide, on peut choisir sa prothèse, on peut monter la prothèse, positionner la prothèse, vérifier la prothèse. En fait, l'entraînement est plutôt à ce que l'on appelle la navigation endovasculaire, choisir les bons guides, rigides, souples, le diamètre des sondes, l'angulation des sondes, puisque là, il y a une navigation dans les artères viscérales qui, quelquefois, sont un peu difficiles à les cathétériser, puisque les collets sont tortueux, les artères sont obliques vers le haut, mais nous entraînons nos internes par des simulateurs de navigation endovasculaire qui existent maintenant depuis de nombreuses années, qui sont fiables et de plus en plus précis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel type de complications à très long terme, vous avez parlé des complications immédiates, hémorragiques, etc., mais chez Ahmad, chez qui les prothèses ont été mises en place et qui fonctionnent bien, est-ce qu'il y a 5 ans ou à 10 ans ou à 15 ans des complications spécifiques propres au matériel, indépendamment de l'évolution du tissu artériel vis-à-vis du matériel? Alors actuellement, vous avez des calcifications, Alors actuellement, propre au matériel, non. En ce qui concerne la prothèse, elle vieillit aussi bien que les prothèses traditionnelles que l'on a ou en Dacron ou en PTFE. On peut avoir des infections du matériel prothétique, on en a parlé récemment, on en parle dans différents congrès, c'est pas énorme en pourcentage, c'est un peu moins important qu'une chirurgie conventionnelle, mais il peut y avoir de l'infection prothétique, il peut y avoir de la thrombose dont je vous ai dit qu'elle pouvait être en rapport bien sûr avec l'évolution de la tortuosité des axes iliaques faisant des plicatures, des kinkings, et puis après, la principale complication, il y a un taux de reprise qui n'est pas négligeable, hein. La principale complication, c'est la non-exclusion de l'anévrisme. La prothèse est en place, les endoprothèses, on ne traite pas la maladie anévrismale. Traiter la maladie anévrismale, c'est opérer, ôter ou mettre à plat l'anévrisme et mettre une prothèse. Là, on laisse l'anévrisme en place et il peut y avoir un certain nombre de reprises qui sont aux alentours de 2% et qu'on essaie le plus souvent de faire par voie endovasculaire pour traiter ces fuites, ces réinjections de sac anévrismal. Je voudrais te poser une question concernant le concept même de la prothèse, parce que beaucoup d'endoprothèses actuellement ont un ancrage suprarénal. Et dans ta communication, c'est bien, parce qu'en fait, il y a deux communications. Hein. Ce sont des anévrismes sous-rénaux et des anévrismes suprarénaux qui sont traités. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'ancrage suprarénal pour cette prothèse, il y a des crochets qui permettent de l'accrocher, mais lorsqu'il y a un collet court, quelle est la limite de longueur du collet que tu te donnes avant de franchir et finalement de faire une endoprothèse fenêtrée, ce qui est quand même une autre technique, c'est quand même plus complexe. Alors, non, mais c'est ça. Les recommandations sont les recommandations des industriels, les recommandations pour toutes les endoprothèses, à part une, qui est un collet de 15 mm. Si le collet ne fait pas 15 mm, je prends une autre prothèse, qui est une prothèse, avant de passer bien sûr la fenêtrée, qui est une prothèse type Endurant ou Cook, enfin peu importe, une prothèse à ancrage pararénal et suprarénal.
Simplement, je pense, mais rien ne me le prouve, que s'il y a un collet confortable, il n'y a pas d'indication de principe à mettre un stent en regard des artères rénales qui n'ont rien demandé. Mais ça, c'est une discussion qu'on a régulièrement. Certains de nos collègues mènent systématiquement des endoprothèses avec des ancrages pararénaux pour des collets sains qui font 2 cm de long. Ce n'est pas ma philosophie. Voilà. Mais je ne passe pas de celle-ci à la fenêtrée. J'utilise aussi des endoprothèses ancrage pararénal, bien sûr. Je crois que c'est un commentaire qui est important parce que quand même, les ancrages suprarénaux qui sont très utilisés à l'heure actuelle, il n'y a pas d'oblitération à long terme des artères rénales. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ton expérience, et en particulier le registre est très intéressant, mais le suivi est à 3 ans. Et comme tu l'as très bien dit, les endophytes de type 1 peuvent apparaître plus tardivement, et ce sont celles-là qui sont dangereuses. Les endophytes de type 2, on sait que c'est quand même, on peut s'en accommoder. Mais les fuites au niveau du collet, par glissement de la prothèse, c'est là qu'il y a un danger. Mais je pense, là on revient dans la technique, mais je pense que les endophytes de type 1 tardives seront beaucoup plus difficiles à traiter s'il y a un ancrage suprarénal que s'il y a un ancrage sous-rénal. C'est un sujet de discussion pour le futur. Ben, je te remercie. S'il n'y a plus d'autres questions, je te remercie. Et on va inviter... Merci.